Yao Adou Mathurin, Souhaité. C'est mon nom à l'état civil qui est Yao Adou Mathurin, maintenant le Souhaité. Ok, donc j'ai concentré mon nom avec plus le sobriquet et ça nous donne Adou Yams. Donc le Souhaité chez nous ça veut dire bois dur, vous voyez. Et donc je suis originaire du sud-ouest, je suis originaire du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région du sud Bandama, parce qu'en Côte d'Ivoire il y a plusieurs départements. Et donc moi je suis du sud Bandama. Ok, je suis donc Dida d'origine. Comme en Afrique, moi je suis fils de paysans. Ok, mes parents, c'est-à-dire mon père et ma mère sont des paysans, donc des cultivateurs. Ok, et mon père particulièrement, il était un chasseur traditionnel. Ok, et donc moi je suis donc né dans une zone forestière. Et comme tout petit d'Afrique, pendant les soirées de contes, c'est-à-dire que nous en Afrique on disait les contes, nos parents nous racontaient les belles histoires la nuit, c'est-à-dire après les activités champêtres. Vous voyez ça? Et donc moi en tant que tout petit dans les années 50, j'assistais comme tous les enfants de mon âge aux veillées de contes. Et j'étais tout le temps accroché à ma grand-mère, à mes grands-parents, même s'ils ne racontaient pas en public les contes, moi j'étais tout le temps là. Et donc comme un ordinateur, quand il me racontait les belles histoires, j'ai dû enregistrer certainement. En tout cas, cela m'a mûri. D'abord, je savais m'exprimer déjà dans mon patois, ok, bon, communément à ma langue, hein, ok. Et donc, je suis allé à l'école, comme vous l'avez bien posé. Je suis allé à l'école grâce aux prêtres dans les années 50. Mais parallèlement à cela, depuis ce que j'avais déjà appris, depuis mon bas âge, parce que déjà à l'école primaire, je lisais les contes pour mes petits camarades d'âge, même au collège, etc. Et donc c'est quand je suis rentré pour faire mes études supérieures, pour préparer mon brevet d'études professionnelles en tant que secrétaire comptable, je ne manquais pas d'aller à l'INA, Institut national des beaux-arts, pour parfaire seulement ma diction, mais pour apprendre davantage. Parce que je partais, j'apprenais, je ne savais pas qu'un jour le compte allait me porter loin. Vous voyez ça? Et j'ai eu donc des professeurs comme Porquet Nyangouran, qui était directeur à l'INA, qui est devenu aujourd'hui l'INSAC. Okay? Et donc je me suis un peu adonné à l'art là-bas, en faisant des cours pratiques dans les ateliers, etc. etc. Vous voyez ça? Mais moi j'étais plus sur le terrain, parce que depuis mon bas âge déjà, je savais compter, et donc voilà. Je suis donc rentré dans l'une des troupes à Abidjan. Ok, et donc à l'époque, la télévision ivoirienne faisait une sélection pour faire passer des compteurs sur la première chaîne de la télévision ivoirienne à l'époque. Hein? Et grâce à mon maître compteur, paix à son âme, Germain Yoboué, qui m'avait inscrit dans sa troupe, parce que lui, il était non seulement compteur, mais il était aussi acteur, parce qu'il formait des artistes. Il a dit, bon, écoutez, à la télévision ivoirienne, on doit sélectionner des groupes de contes. Vous voyez ça? Et lui, déjà compteur, puisque c'est grâce à Georges Taïb Benson, qui était un cadre de la télévision ivoirienne à l'époque. Déjà, il avait déjà commencé avec Georges Taïb Benson à l'époque. Et moi, quand je suis arrivé dans les années 1977, voilà, il m'a inscrit dans sa troupe de théâtre. Et donc, lorsqu'on nous a convoqués, en ce temps, j'étais encore très jeune, on a convoqué les troupes, nous sommes allés pour compter, pour compétir, comme tout le monde. Voilà, en ce temps-là, c'était le NG10 de la télévision ivoirienne, qui à l'époque avait décidé de programmer les contes à la télévision. Vous voyez ça, Feu Fulgence Kassi, les Bandama Débarque, NG10. Et donc nous avons compéti comme tout le monde. Et Germain Yoboué m'a dit bon, de dire un conte que nous avions déjà sélectionné à nos répétitions. Voilà. Et donc j'ai dit donc ce conte. Et quand nous sommes arrivés pour compétir, en tout cas, notre groupe a été choisi. Parce que j'avais tellement bien dit le conte. Ce conte s'intitulait La femme égoïste. Voilà. Et je me rappelle bien, c'était dans les années 80, par là, plus au début des années 80, parce que les contes devaient commencer à passer en programmation à partir de 1980 jusqu'à 1990. Et voilà donc mon parcours. Oui, j'exerçais parallèlement ce métier-là.
parce que c'est ce que, disons, que j'avais normalement appris depuis, ma formation supérieure. Et donc, mais en tant qu'artiste et ayant cela dans le corps, il fallait que, certainement, j'essaie d'avoir, disons, 2 cordes, comme on le dit souvent chez nous, tu vois, non, à mon palmarès. Voilà pourquoi, le soir, après mes activités professionnelles en tant que secrétaire comptable, j'allais à l'Institut national des arts. Vous voyez ça? Je suis même allé avec le professeur Yassé Cyril, que bon, peut-être vous ne connaissez pas, mais son fils s'appelait Yassé Marcellin Sainté. Je suis allé pour faire des cours de solfège, ne serait-ce que savoir monter la gamme de Do. Parce qu'en tant que conteur, ouais, il faut chanter. Il faut savoir chanter, non seulement tu parles, mais il faut savoir chanter. Tu as une diction, tu parles bien ou jamais. Si tu ne sais pas chanter, les chants qui interviennent dans les contes, parce que nous, les chants interviennent quand tu racontes l'histoire. Vous voyez ça? Donc les chants interviennent, il fallait que je sache chanter. Si je savais chanter déjà avec la gamme dans laquelle j'étais et que les gens m'accompagnaient, bon ben voilà, c'est ça. Donc c'était, disons que c'est tous les soirs que je partais au cours de solfège et de diction à l'École nationale des beaux-arts. Chez nous au village, le soir les parents on s'assoit et celui qui dit le conte, il transmet son message. Il a celui qui répond. Vous voyez ça? Il y a les auditeurs et ceux qui acceptent la parole. Voyez-vous? Et donc c'est comme ça ça se passe. Même ceux qui sont dans le public, il y en a même qui connaissent déjà le conte. Et donc moi, ayant grandi dans ce milieu-là, bien, j'avais même décidé à l'époque, on s'asseyait et on disait les contes. On dit le conte et puis après on chante selon l'histoire, selon la trame de l'histoire. Mais il s'est trouvé que mon premier album que j'avais sorti, à l'époque c'est comme ça que je l'avais traité. Vous voyez ça? On chante, on dit le conte, on chante. Il y avait le tam-tam, on chante. Mais lors de mes voyages, mes ateliers, quand je suis allé par exemple en Europe, j'ai vu que certains Européens, ils avaient des clarinettes. Oui, il y en a qui jouaient même avec des guitares. Mais moi je me suis dit, en Afrique, on a le tam-tam. On a par exemple la cassagnette. On a le coco, on a tout ça là. On a tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, je ne pourrais pas introduire cela dans mes narrations ou pour soutenir mes narrations? Et donc, j'ai donc tenté cette expérience. Vous voyez ça? J'ai donc tenté cette expérience. Et il s'est trouvé que, en tout cas, c'est passé. Parce que moi, pour que je puisse me rendre compte que ça passe, j'ai remarqué que chez nous en Afrique, c'est tellement que c'est dansant. Mais n'empêche que l'histoire qui est racontée, les gens retiennent. Et je suis allé vers les enfants, les tout petits. Et des fois, je leur fais écouter mes histoires. Et j'ai vu que ça les intéresse. Jusqu'à ce qu'ils viennent même pour retenir l'histoire. Vous voyez ça? Ce qui a fait cette fusion, ce départ du conte traditionnel. Chanter, peut-être danser, mais pas avec un rythme, etc. Je suis arrivé à un peu, comme on le dit, moderniser le conte certainement, avec les nouvelles sonorités, pour rendre ma cassagnette et mon tam-tam plus performants dans mon conte. Voilà comment les choses se sont passées. Moi, non seulement je compte mon conte, mais je vais valoriser, nous, notre culture davantage. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, ce fruit que vous voyez là, c'est la toupie. Hein? C'est en zone forestière. Comme moi, je suis dans une zone forestière, n'est-ce pas? J'ai essayé de mettre tous ces accoutrements-là, ces décors-là, sur mon corps pour rappeler aux enfants qu'ils ne doivent pas oublier cela. Parce que cette toupie-là, ça a toute une histoire. La hotte que vous voyez que je porte, elle a toute une histoire. Le balai, il a toute une histoire. Parce que chez nous, au village, le soir, quand le papa ou la grand-mère ou le vieux père, il compte, il a ce balai-là. Ce balai, pourquoi? Parce que chez nous, au village, le soir, il y a des moustiques. Vous voyez ça? Donc, au lieu de prendre sa main pour tout le temps taper, vous avez, pendant qu'il compte, il peut tuer la moustique. Il peut tuer le moustique, pardon. Il peut le taper, et il continue son histoire. Parce que cela se passe au clair de lune dans la nuit. Donc il y a des bestioles qui peuvent le déranger. Et donc voilà pourquoi j'ai dans mes contes
le ballet. Le ballet. Et donc ça c'est mon instrument de musique, parce que en tant que conteur, je dois, quand même quand je viens en Europe, j'ai ma castagnette. C'est ce que j'ai choisi comme instrument de musique. Vous avez vu certains de nos conteurs, il y en a qui ont la hoko. Ok. Bon, il y en a qui ont, comment on appelle ça, non, pas de flûte traditionnelle, le bois avec non pas l'harmonica, pardon. On a fait le bois, on a mis une corde et puis on tape dessus comme le conteur Guisson là. Il fait coco, 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 vous avez vu. Donc chacun a sa manière, n'est-ce pas, d'utiliser les... Il y en a même qui ont le tam-tam. Vous voyez ça. Et ils ont le djembé, n'est-ce pas, pour accompagner leur conte. Et bon, certains préfèrent compter comme ça, sans instrument. Mais moi, j'ai tout ça, je voyage avec, même quand je viens en Europe, je monte dans l'avion avec, pour montrer ça aux petits blancs. Voilà, pour qu'ils découvrent. Le bon conteur, franchement, nous sommes en Afrique, nous sommes des Africains. C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des écoles pour aller se former. Vous voyez ça? Et tu peux choisir ta branche, etc. pour devenir conteur, narrateur, etc. Comme cela s'est fait. Mais pour être vraiment un bon conteur, il faut très souvent aller au village. Mais malheureusement, dans les villages, on ne dit plus les contes. Tu vois, non? Donc, il faut souvent aller au village et puis s'approcher des vieilles personnes. Parce que c'est eux qui détiennent, qui sont les détenteurs, tu vois, de cette tradition orale. Je vous ai dit, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, ou en général en Afrique qu'on dit les contes. C'est partout, même en Asie. Vous voyez ça? Même en Amérique, on dit les contes partout, en France, partout. Vous voyez ça? Mais nous, en tant qu'Africains jeunes, ceux qui veulent devenir des conteurs, il faut qu'ils s'approchent des anciens. C'est vrai qu'ils sont à l'école. Vous voyez ça? Ils sont à l'école de formation, etc., dans les écoles modernes. Mais avant de pouvoir même de faire même peut-être une pratique, ils devaient même s'approcher des vieux conteurs, n'est-ce pas, qui vont leur apprendre. Parce que nous tous, on a une formation de base en tant que conteurs, hein, et c'est sur ça que nous marchons dans le monde moderne. Vous voyez ça? C'est vrai, à l'école on le fait. Mais il faut s'imprégner des réalités traditionnelles pour voir comment est-ce que le conte se disait. Vous voyez ça? Parce que souvent, on a même des conteurs qui se déplaçaient de village en village pour aller même conter, hein, pour aller raconter des belles histoires au clair de nuit, les histoires des animaux, les contes d'enfants, les contes d'adultes, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai, dans les écoles de formation, c'est vrai, nous suivons la même formation, comment il faut entrer sur scène, comment il faut se présenter, etc., etc. Nos vieux parents le faisaient aussi. Et donc, pour être vraiment un bon conteur, parce que Amadou Hampâté-Bâ l'a dit, un conte qui ne fait pas rire, un conte qui ne fait pas rire, qui n'amuse pas, qui n'éduque pas, c'est comme un conte, c'est comme par exemple une sauce, n'est-ce pas, que tu as préparée et qui n'a pas de goût. Voilà, donc le conte, il faut l'habiller. C'est ce que je vais dire. Il faut l'habiller. Ça ne veut pas dire prendre des habits et puis il faut l'habiller. Mais la manière de dire le conte, là, vous voyez ça, habiller en mettant des idiophones. Par exemple, ton patois. Tu sais, par exemple, tu vas dire le bruit du vent. Tu vas dire le vent. Mais chez moi, par exemple, je peux dire poupourou pas. Ça veut dire habiller le conte. Si je dis par exemple, qu'est-ce que je dirais encore, l'arbre qui se casse, ça va faire soumou au coton, c'est une manière d'habiller le conte. Tu vois, ça rend intéressant. Et puis il faut donner les noms, souvent dans les contes, même si je dis le nom de l'écureuil en français, il faudra peut-être le dire dans ton patois. Ça veut dire que c'est ça qu'on appelle les idiophones. Tu vois, non? Chez nous, par exemple, on dit kialou, kialou. Et le kialou, et puis tu expliques, cela veut dire écureuil. C'est une manière d'habiller le conte pour lui donner une saveur, vous voyez ça, une saveur et une manière, n'est-ce pas, d'attirer les téléspectateurs. Par exemple, si je dis le conte devant la télévision, les gens, ils seront tout le temps branchés pour t'écouter, ça c'est clair. Au village, c'est pareil aussi. Et les gens, ils vont affluer pour écouter le conte. Nous déjà qui sommes les dévanciers et les jeunes générations qui nous suivent, n'est-ce pas, pour pérenniser le conte, ils le font déjà tellement très bien qu'ils ont besoin d'être soutenus. Ça, je le dis, hein, ils ont besoin d'être soutenus parce que c'est ça aussi. Voyez-vous, un pays sans culture, c'est comme un pays, disons, sans art, c'est comme un pays qui, franchement, je vous le dis. Mais maintenant, nous, on a fait notre devoir. On va vers les autorités.
n'est-ce pas, pour nous aider, pour leur faire comprendre que ça ne doit pas disparaître. L'oralité, là, ça ne doit pas disparaître. Le conte ne doit pas disparaître. La preuve en est qu'il y a des livres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a des livres, ce qui veut dire que le conte ne pourra jamais disparaître. Et nous qui sommes les gardiens, les détenteurs de ce savoir, notre but aussi, c'est de toujours continuer la course. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter, ce n'est pas possible. On ne peut pas s'arrêter. Parce que si nous nous arrêtons, les jeunes générations là, on dit, eux qui avaient commencé là, ils se sont arrêtés, nous on ne va pas s'intéresser. Voyez-vous, l'art est pluriel. Il y a le conte, il y a le théâtre, il y a tout, la danse, etc. L'Afrique regorge de beaucoup de choses. Vous voyez ça. Donc les Japonais, ils ont su à développer leur tradition. Je vais dire, les Asiatiques, même les Français, les Européens. Pourquoi? Parce que nous, on suit tous les dessins animés là. Vous voyez ça, hein? Ils ont l'ours qu'ils présentent. Ok, ils sont aussi de la forêt. Est-ce que vous voyez ça? Et donc ils présentent cela dans les dessins animés. Comment se fait-il que les petits Africains s'intéressent à cela? Ce qui veut dire que nos autorités, ils devaient donc encourager les connaisseurs, n'est-ce pas, pour mettre en exergue notre tradition à travers les contes. On a des animaux ici. Il suffit que celui qui veut faire cela, il vient, il voit les responsables, le ministère de la Culture, etc. Et puis faire son film, par exemple, sur les contes, en leur expliquant le bien fondé. Et moi, je pense que ça dépend d'une volonté politique pour mettre, n'est-ce pas, le conte, pour permettre au conte de ne pas mourir. Tout à fait, vous avez raison. Vous avez raison, certes. Mais comme je le disais au début de cette interview-là, ok, vous voyez, lorsque nous comptons, par exemple, au Ben Manfei, si ce nom vous dit quelque chose, celui qui a initié le premier festival de contes en Côte d'Ivoire ici, en 1994. Et donc, quand nous on disait ces contes-là, c'était le soir autour du feu. Donc, ça ne peut pas disparaître. Ça ne peut pas disparaître. Parce que déjà, les conteurs qui viennent sur les plateaux ici, ils le racontent vraiment bien. Vous voyez ça? Ils le racontent vraiment bien. Peut-être qu'il manque certainement le feu, n'est-ce pas, pour donner cet aspect original. Hein? Voilà, mais ils comptent déjà très bien. Ce qui veut dire que cela ne peut pas disparaître. La cinématographie ne peut pas faire disparaître le conte. Ça ne peut pas. Je ne pense pas parce que, comme je l'ai dit tantôt, les contes sont écrits, il y a des grands savants, il y a des grands écrivains. Hein? Par exemple, Vladimir Prof, c'est un savant russe qui a fait une démonstration, qui a écrit un livre sur les contes. Vous voyez ça. Donc, ça ne peut pas disparaître. Mais si c'est soutenu, par exemple, comme tu as parlé de cinématographie, on va au village, par exemple. C'est quoi je disais, c'est une, comment on appelle ça, volonté politique. On aide le ministère de la Culture, n'est-ce pas, à permettre à la télévision, n'est-ce pas, d'aller dans les villages et projeter tout ce qu'on dit au village sur les écrans. Mais le conte va vivre. Effectivement, lorsqu'on fait les concours de Ozo Vacances là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est souvent des mises en scène. Parce qu'aujourd'hui, le conte d'aujourd'hui, là, comme je le dis là, il doit être... il faut pas théâtraliser. Pas théâtraliser, mais si tu as pris cette option pour le théâtraliser, il faut le faire très bien. C'est-à-dire, par exemple, si plusieurs conteurs doivent intervenir, il faut le faire de telle sorte que cette mise en scène accroche. Et moi, j'ai eu déjà à le faire en son temps, dans les années 1980-90 par là, où j'avais écrit un conte sur la souris et le lézard, où je faisais intervenir des personnes qui se battent dans le village. Voilà, ils font des palabres, etc. Et il y a un groupe de personnes qui vient. Et le conteur intervient pour faire passer un message. Vous voyez ça. Donc le conte était un peu théâtralisé, mais pas en totalité. Il venait, il introduisait, il dit bon voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. On faisait la mise en scène. Et donc, à partir de là, on faisait une sensibilisation pour dire aux gens que palabre n'est pas bon, comme on le dit chez nous souvent. Que la guerre n'est pas bien. Parce que ce que vous étiez en train de faire, voilà ce que ça peut entraîner. Après avoir dit le conte, on donne une conclusion. Moi, j'ai eu à travailler cela. Et donc, je suis prêt à continuer dans ce style-là.
Le conte, c'est le message d'hier, destiné à demain, transmis à travers aujourd'hui. Et le conte, de par son caractère ludique et didactique, véhicule des messages d'amour, de solidarité et de paix. Voici ce que nos ancêtres donnent du conte. Mais quand vous allez lire dans Larousse, là, ce que les Blancs ont donné, on dit le conte, c'est une histoire imaginaire, courte. Vous prenez le Larousse, vous allez découvrir ça là-dedans. Vous voyez ça. Mais voici la définition que nos ancêtres ont donnée du conte. Et j'ai cité Amadou Ampateba, c'était un grand conteur, un grand cadre, ouais, qui a écrit plein de livres. Et donc voilà la définition du conte réellement. Nos parents, même avant de dire un conte, c'est ce qu'ils nous disaient d'abord, avant de pouvoir dire le conte. Ok, mon grand-père a dit, lorsque ton ami reçoit quelques riches présents, tandis que la fortune t'ignore, tu dois te garder d'envier son sort et de lui vouloir du mal. Il a dit, dans la vie, le mensonge est l'ennemi de l'amitié. Ne mentez jamais à vos meilleurs amis. Voilà pourquoi ce que je vais dire n'est que la vérité. Vérité. Et cette vérité, je la tiens de la langue de mon grand-père. Il a dit Wawao à Sessé. Wawao qui veut dire il était une fois. Et à Sessé qui veut dire la paix. Ainsi donc, vous qui nous suivez sur cette belle télévision, si je dis Wawao, vous répondez à Sessé. Wawao à Sessé. Wawao. Il était une fois l'éléphant, sa mère, sa femme et sa belle-mère. Ils se rendaient à une cérémonie grandiose. Ils marchèrent longtemps, très longtemps. Ils étaient fatigués. Et il faisait très chaud. C'était la saison sèche. Ils arrivèrent auprès d'un lac limpide. Oui, ce lac limpide puis hébergeait de beaux poissons, tout ce qui était comme poisson dans le lac. La mère et la belle-mère eurent soif. Pour étancher leur soif, ils se penchèrent sur le lac. Mais dès que ces deux femmes penchèrent leurs yeux sur le lac, chacune d'elles, perdit un œil. Ah, l'éléphant donc plongea sa trompe dans l'eau, fouilla au fond de l'eau, où il trouva des poissons qui étaient très contents et lui, éléphant, tes compagnons ont perdu des yeux, mais nous ne pouvons que te donner un seul œil. Oui. Alors, les poissons mirent un œil sur le bout de la trompe de l'éléphant qui ressortit. Alors, à vous, chers téléspectateurs, je pose cette question. À qui des deux femmes, sa mère et sa belle-mère, l'éléphant doit-il donner l'œil? C'est une question. Et mon grand-père disait que cette question s'intéresse à tout le monde. Les chefs de village, les chefs de famille. Et il va encore plus loin. Les directeurs de société, les directeurs d'administration, le gouverneur. Il va plus loin. Ceux qui nous dirigent. Lorsque on porte devant vous une affaire, il faut savoir choisir le bon milieu pour pouvoir trancher cette affaire afin que cela ne puisse pas frustrer l'un ou l'autre. Ainsi, vous aurez ramené la paix dans votre foyer, dans votre village et au niveau de tout ce que vous administrez. C'est ce que ce conte voulait bien dire.
Que la paix soit avec vous et sur vous, la paix, la miséricorde de Dieu et sa bénédiction.